pour nous rejoindre, puisque à cette heure-là, on sait bien que les gens s'égrènent, ce qui est tout à fait normal. Je vais laisser Lucille occuper sa place de présidente. Et je passe la parole à notre hôte qu'on remercie beaucoup de son accueil. Alors merci. Donc en effet, bonsoir, bienvenue à la Maison des Canaux. Merci d'être venu donc à ce beau débat animé par la Fabrique écologique ce soir. Avant de commencer, je voulais dire un petit mot. Je me présente, je m'appelle Pierre, je travaille au canot depuis un peu moins de 4 mois maintenant. Et je voulais vous présenter en introduction la maison, parce que voilà, c'est un lieu qui est assez unique en son genre, en France notamment. Donc c'est un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle. Alors il faut savoir que de sa création jusqu'à 2010 à peu près, il était utilisé par les services de la ville de Paris, qui étaient en charge de la gestion des canaux, d'où le nom de la Maison des Canaux. Donc canal de l'Ourcq, Saint-Martin notamment. Et puis qu'en 2010, voilà, il y a eu quelques années où le bâtiment est resté inoccupé, jusqu'en 2017, où la mairie de Paris, avec l'association Les Canaux, a décidé de le réhabiliter. L'objectif de départ était de créer une maison des économies solidaires et innovantes, un vrai lieu de rencontre, un lieu de formation, mais également de sensibilisation et d'inspiration pour les populations locales, mais également de tout Paris. Alors quand je dis économie solidaire et innovante, ça regroupe 3 types d'économies principalement. On a l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS, qui est donc une économie qui est portée vers l'utilité sociale, une gouvernance partagée, la coopération et un rôle secondaire de la rentabilité. L'économie circulaire, qui est je pense la plus connue peut-être des 3, qui s'oppose au mode de production linéaire, qui est de produire, consommer, jeter, en incluant la fin de vie d'un produit dès la conception pour recycler et réemployer les matériaux en priorité. Et enfin, tout ce qui va être entrepreneuriat social. Donc c'est tout ce qui va être des structures qui ne font pas partie de l'ESS, mais qui ont quand même laissé une part importante aux valeurs de l'ESS et à l'utilité sociale dans leur raison d'être et dans leur activité. Donc c'est pour ça que le chantier de la réhabilitation a depuis le début été voulu comme exemplaire. Tous les mobiliers, tous les matériaux que vous voyez autour de vous, c'est 100% du réemploi, du recyclage ou des matériaux biosourcés ou géosourcés. Il y a une vraie volonté également de valoriser nos déchets. Et les déchets du chantier, mais les déchets également encore aujourd'hui sont valorisés. Et il y a aussi une volonté de promouvoir tout ce qui va être l'insertion par l'apprentissage et également la sensibilisation des populations autour dans le quartier, puisqu'il y a régulièrement des visites guidées qui sont ouvertes au public pour expliquer le projet et expliquer comment l'histoire de chaque mobilier, chaque matériau, pour retracer un peu le chantier et sensibiliser à l'économie circulaire. Il faut savoir que la Maison des Canaux a reçu beaucoup de prix ou de récompenses liées à cette réhabilitation ces dernières années. Aujourd'hui, les canaux, c'est 30 salariés qui font partie de l'association des canaux, répartis autour de 4 métiers principaux. Donc il y a le premier métier qui est de sensibiliser. Donc c'est je vous parlais avec les visites, voilà, expliquer ce qu'est l'économie circulaire, ce sont les économies solidaires et innovantes. Le deuxième métier, ça va être former et accompagner les acteurs économiques à ces économies. Donc on va s'adresser à des acteurs qui vont de porteurs de projets aux collectivités en passant par des entreprises déjà plus installées, pour leur parler des enjeux de ces économies, des intérêts d'y avoir recours ou non. Voilà. Et enfin, les 2 derniers métiers, on va dire, c'est créer des opportunités économiques, mais également structurer les filières de ces économies pour permettre leur développement. L'Association des canaux, depuis sa création, a pour objectif de participer à sa manière à changer l'économie en s'alliant et en promouvant des acteurs qui essayent et qui veulent allier performance économique, mais également et surtout performance et utilité sociale et environnementale. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce petit mot d'introduction. Je vais laisser la parole à Lucille pour animer donc ce beau débat. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Merci Pierre. Bien, merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Donc nous allons vivre un moment intense, je l'espère, de débat entre François Gémen et Géraud Guibert. Sur le fondement de leurs 2 ouvrages. Donc celui de François Gémen, L'écologie n'est pas un consensus, sous-titre Dépasser l'indignation, publié chez Fayard. Et puis celui de Géraud Guibert, Le grand malentendu climatique. On a encore le temps, il est déjà trop tard, publié aux éditions de l'Aube. Donc à chaque fois, vous voyez que tout ça va être très nourri, puisqu'il y a un titre et à chaque fois, il y a un sous-titre qui vous invite à complexifier encore les choses. Mais on va quand même essayer d'en tirer un certain nombre de diagnostics, de lignes d'action un peu claires. Et on va faire ça sous forme d'une sorte de ping-pong, si je puis dire, pas d'exposé préliminaire.
Mais nous aborderons successivement ces éléments donc de grands malentendus, ces éléments d'absence de consensus ou de dissensus, comme on dit, les questions économiques et sociales, évidemment la question démocratique et les enjeux de pouvoir, et puis la fameuse relation entre les élites et le peuple, dont vous parlez tous les deux assez abondamment. Je n'ai pas d'ailleurs compris si vous appartenez du coup aux élites ou au peuple, mais enfin peut-être un peu les deux. Et donc on verra ça on verra à qui vous vous identifiez le plus en fin de réunion. Voilà, donc je propose qu'on lance les choses, et puis évidemment il y aura un moment de questions, on se séparera vers 20h. Je propose de lancer les choses en vous demandant justement pourquoi vous avez choisi ces termes de grands malentendus et d'absence de consensus. On voit bien qu'il y a des lignes de tension sur la question écologique, mais on a le sentiment que le diagnostic, que la réalité des désordres écologiques est aujourd'hui reconnue par l'ensemble de la société française. Alors pourquoi est-ce qu'il y a malentendu et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas consensus, si je puis dire? Je ne sais pas lequel veut commencer d'entre vous. Et plein de questions, donc des réponses un peu courtes. Je vais faire mon possible. Est-ce que... Pardon. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation pour ce débat. Effectivement, je réponds tout de suite à la question, parce que je pense que nous avons vécu longtemps dans une certaine forme de naïveté qui pensait que l'écologie allait naturellement nous rassembler, que comme nous étions face à des biens communs, au climat, à la biodiversité, il y allait naturellement se produire une sorte de rassemblement de la société et même de mouvements naturels et spontanés qu'on a appelé la transition écologique, alors qu'on voit en réalité que autant nous sommes d'accord sur le constat, aujourd'hui 85% des Français se disent préoccupés par le changement climatique par exemple, autant on voit bien que dès lors qu'on aborde la question des solutions à mettre en œuvre, on voit bien que ça crée des tensions dans la société, que ça ravive parfois d'anciennes tensions et qu'au fond, nous ne sommes pas d'accord sur la manière de procéder et que donc nous sommes un peu comme des lapins pris dans les phares d'une voiture sur une route la nuit. Nous voyons le danger arriver à toute allure, mais nous sommes incapables de décider s'il faut partir à gauche ou s'il faut partir à droite, notamment parce qu'on nous a longtemps dit l'écologie, ce n'est ni de gauche ni de droite. Merci François. Géraud? Moi j'ai fait ce bouquin parce que je me suis interrogé au départ sur pourquoi l'action climatique n'avance pas suffisamment. Et finalement, j'ai réfléchi et j'ai remarqué qu'on répondait assez peu finalement à cette question. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à juste titre pour alerter sur le changement climatique. Ensuite, on passait assez directement aux solutions avec en effet à la fois une espèce de discours général accepté, et en même temps, dès qu'on passait dans le concret, de très grandes difficultés à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Mais finalement, personne ne se demandait pourquoi ça n'avance pas suffisamment. Et ma thèse, quand j'ai réfléchi, et quand j'ai observé surtout le débat public sur ces questions, c'est que la plupart des élites disent des choses que les citoyens, qui ne sont pas des bons messages pour les citoyens. Et alors on pourrait prendre évidemment 25 exemples, il y en a au moins 25 dans le bouquin. Je vais en prendre quelques-uns très rapidement parce que je pense qu'il y a deux catégories de malentendus principaux. Il y a d'abord une catégorie de malentendus qui est des faux débats ou des débats qui ne sont pas essentiels. Le débat nucléaire renouvelable, c'est un débat certes intéressant, mais c'est un débat franco-français très largement et ce n'est pas pour l'essentiel, on y reviendra peut-être, un débat climatique. Le débat sur l'écologie punitive est à mon avis un débat qui est assez largement faux. Le débat sur la croissance-décroissance, qu'un certain nombre de gens ont envie de mettre en scène, est un débat, à mon avis, assez largement faux. Et puis, au-delà de ça, il y a des choses plus graves, me semble-t-il, c'est qu'il y a une espèce de convergence d'un certain nombre d'élites pour avoir une attitude qui, finalement, ne permet pas aux citoyens de se dire « il faut que j'agisse » ou « il faut que les structures collectives agissent ». Quand on prend par exemple le problème de l'urgence, vous avez trois grandes catégories de gens au sein des élites. La première catégorie, c'est des gens qui, en réalité, avec quelques bons mots, mais considèrent qu'il n'y a pas vraiment à agir sur le climat. On voit bien qui ça peut être. Vous avez deuxième catégorie de gens qui disent on veut faire des choses sur le climat, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une contradiction, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique d'ailleurs, renonce en réalité.
Et puis vous avez une troisième catégorie de gens qui, eux, sont des très, très grands défenseurs de l'action climatique, mais qui ont un discours le plus souvent qui est de dire il est trop tard, la civilisation est en train de s'effondrer, et qui ne tirent pas la conclusion de cette urgence, d'ailleurs, dans leur propre pratique, pour mettre en avant un certain nombre de choses. Et que ça aboutit finalement à ce que les citoyens se disent, eh bien, vous voyez bien, tant le comportement que le discours de nos élites, en réalité, nous font dire qu'il n'y a pas forcément à se mobiliser sur ce sujet. Et tout ça débouche, et je termine là-dessus, tout ça débouche sur ce qui me paraît le plus grave dans nos sociétés aujourd'hui, c'est une véritable fracture climatique, non pas entre ceux qui seraient sensibilisés et d'autres pas. Je pense que maintenant l'immense majorité de nos concitoyens sont sensibilisés sur ce sujet, mais entre ceux qui veulent faire des choses sur le climat et ceux qui ne peuvent pas. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment une fracture importante et qui, à mon avis, est très largement, explique très largement, y compris la montée des mouvements populistes qui, comme par hasard, sont anti-climat, que ce soit Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis, sont des mouvements anti-climat. Nous avons un peu la même chose en France du côté de l'extrême droite. Et on voit bien que cette logique-là, qui est une logique assez différente d'il y a 10 ans, est une logique qui, à mon avis, est due à ce grand malentendu qu'il y a entre les élites, la plupart des élites, disons, et les citoyens. Merci Géraud. Pour prolonger ce que vient de dire Géraud, François, vous dites, enfin on va se tutoyer, tu dis dans ton livre qu'au fond la difficulté c'est aussi que chacun d'entre nous n'identifie pas forcément ses intérêts par rapport à la transformation écologique et que dans le système de relations entre les représentants et les représentés, au fond, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vote en fonction de ses intérêts et qu'on peut avoir une conviction qui relèverait, j'allais dire, de la morale peut-être, ou en tout cas une conviction qui peut être appuyée par le principe de réalité, mais pour autant ne pas la prendre en considération dans le vote. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que je trouve que ça peut expliquer, par exemple, le score relativement modeste des écologistes et ça laisse entière la question de la façon dont on peut installer cette transformation écologique dans nos institutions. Après l'élection présidentielle, je suis allé avec ma femme et mes enfants passer un week-end en Normandie. Et nous avons sympathisé avec un autre couple qui est sur sa plage en même temps que nous parce que nos enfants jouaient ensemble dans le sable. Et donc on a commencé à parler un peu. On s'est évidemment rendu compte qu'on logeait dans le même hôtel. Forcément, c'était la plage en face de l'hôtel. Donc on a pris l'apéritif avec ce couple. Une chose en entraînant un autre, nous sommes allés dîner avec ce couple. Une chose en entraînant, puisque nous étions en France, nous avons évidemment parlé de politique. Et ce couple, qui travaillaient tous les deux dans la finance, nous disent qu'ils ont voté pour Jadot et pour Macron. Pas du tout parce que l'homme et la femme avaient des opinions politiques différentes, mais parce qu'ils ont fait un choix stratégique de répartir leurs 2 votes de couple entre Yannick Jadot et Emmanuel Macron, au point d'ailleurs qu'ils ne se souvenaient plus exactement qui de l'homme ou de la femme avait voté Jadot et qui avait voté Macron. Je dis tiens, c'est quand même un peu surprenant parce qu'on ne peut pas dire que Jadot et Macron c'était exactement le même programme. Il dit non, mais en fait, on était très tiraillés parce qu'on est très inquiet du changement climatique, de la terre qu'on va laisser à nos enfants, etc., etc. Et donc pour nous, l'écologie, c'est très très important. Il fallait qu'on vote pour le candidat écologiste. Mais d'un autre côté, on travaille tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait quand même qu'on veille aussi à nos intérêts. Et donc on voit très bien la tension qu'il y avait entre la question de la cause à laquelle on est sensible et la question des intérêts. Et je pense que c'est une question qui travaille beaucoup de Français. Au point d'ailleurs qu'ils me demandent ensuite tiens, comment se porte, puisque je leur dis évidemment que j'ai accepté de conseiller Yannick Jadot, et je dis comment se porte Europe Écologie Les Verts. Je dis écoutez, le parti a connu des jours meilleurs, ils doivent 6 millions aux banques, ils sont très endettés. Et là, sous nos yeux, ils sortent chacun leur téléphone et ils font un don chacun de 500 € au parti, c'est-à-dire le montant maximal autorisé, en expliquant que ça serait une catastrophe pour eux si le parti pour lequel ils n'avaient pas voté venait à disparaître. Et ça peut paraître surprenant, mais au fond, quand on regarde les sondages, on voit que 85% des Français, comme je le dis, se disent tracassés par la question du changement climatique. Seuls 31% des Français estiment par contre que c'est une priorité politique, c'est-à-dire 2 fois moins que le pouvoir d'achat, par exemple. Et je pense que beaucoup de gens sont sensibles au changement climatique, mais comme ils seraient sensibles à la fin dans le monde ou au respect des droits humains,
mais qu'au moment où ils vont voter avant tout en fonction de leurs intérêts, avec l'espoir tout à fait légitime du reste, que leur vote leur permette d'améliorer leur vie au cours du mandat qui s'ouvre. Et le problème, c'est que comme l'action pour le climat est sans cesse présentée comme une sorte de liste d'efforts à fournir, voire de sacrifices à consentir, pas tellement pour soi-même, mais pour les autres, pour les générations futures, pour les populations touchées dans les pays du Sud, eh bien, ça réduit beaucoup, je crois, le corpus électoral des partis écologistes, ou en tout cas des partis qui prétendent faire de l'action en faveur du climat l'axe central de leur programme, parce qu'il y a les gens qui vont pouvoir voter parce qu'ils votent pour une cause et parce que la cause dépasse leurs intérêts, et c'est une partie de l'électorat, ou des gens qui vont être, comme je dirais moi, des gens suffisamment nantis pour qu'au fond, le résultat de l'élection n'influe pas tellement sur leur vie et sur la manière dont ils vont exercer leurs activités. Et donc, forcément, ça va permettre, quelque part, à des gens qui font partie d'une certaine forme d'élite, on peut le dire comme ça, de voter comme s'ils votaient avec une procuration imaginaire pour les générations futures ou pour les pays les plus touchés. Et je pense que vraiment, il y a un vrai problème autour de cette question des intérêts. On a l'impression, en quelque sorte, si on veut agir pour le climat, de devoir sacrifier ses propres intérêts au profit des intérêts des générations futures ou des populations les plus vulnérables. Et il faut reconnaître qu'on n'est pas champion du monde d'altruisme. Alors là-dessus, Oui. Géraud... Moi, je voudrais rebondir là-dessus directement. Parce que, attends, moi, je pense que c'est bien que tu évoques cette question des intérêts, mais je pense qu'il y a aussi, dans ton livre, tu prends position contre les postures, tu dis aussi qu'il faut dépasser le fait de lancer l'alerte, et au fond, on voit bien que dans le vote de ce couple dont vient de nous parler François, ils considèrent que voter pour les Verts, c'est lancer l'alerte, et puis ensuite, le concret, c'est autrement. C'est autour de la finance et de ce qu'ils font directement. Donc j'aimerais t'entendre là-dessus. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que François vient de dire, mais j'en tire la conclusion qu'il y a une responsabilité très forte des élites à ne pas présenter un certain nombre de réformes structurelles qui sont conformes aux intérêts. Et je vais donner 3 ou 4 exemples, vous montrer qu'à quel point il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas dans le débat public, qui ne sont pas portées par les forces politiques, très peu, qui ne sont pas portées non plus par les responsables économiques ou par les élites médiatiques, et qui sont néanmoins des choses qui seraient extrêmement puissantes pour l'action climatique et qui sont conformes aux intérêts d'une bonne partie de nos concitoyens. Je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, le rapprochement domicile-travail, qui aujourd'hui dans la société pose la nécessité de ce rapprochement domicile-travail qui représente un avantage économique pour les ménages, écologique évident, mais ça exige un aménagement du territoire différent, ça exige un aménagement de nos villes où on arrête de séparer les lieux de travail, des lieux de vie, des lieux de commerce, des lieux de loisirs. Ça exige une restructuration importante de la société qui, aujourd'hui, dans le débat public, pose ce type de questions. Je reconnais que ça ne va pas être en 1 an ou en 2 ans qu'on va régler ce problème, mais sur 10 ou 20 ans, c'est tout à fait le genre de problème, en tout cas la transformation de la société qu'il faut. Deuxième exemple, qui aujourd'hui, dans tous ces milieux, pose l'impérieuse nécessité de passer, disons, dans une logique d'économie circulaire plutôt que d'économie linéaire. Je donne un seul exemple. Comment se fait-il que dans notre société, nous ayons encore 90% d'achats de téléphones neufs et 10% d'achats de téléphones reconditionnés, alors que nous savons très bien que les téléphones reconditionnés ont un impact environnemental de 80% inférieur aux téléphones neufs? Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait tout simplement qu'on ne pose pas clairement dans le débat public l'impérieuse nécessité de transformer le modèle économique, non pas dans les débats du passé, je le dis très nettement, mais dans les débats de l'avenir, c'est-à-dire de passer avec des systèmes de régulation qui permettent de développer considérablement l'éco-conception, de développer considérablement le recyclage, la réutilisation, etc., etc., et dans tous les domaines. Troisième exemple, est-ce qu'on a conscience dans notre société et qui pose la question qu'aujourd'hui, les produits sales sont beaucoup moins chers, en règle générale, que les produits propres? Comment voulez-vous que les couches populaires s'intéressent, y compris à l'alimentation biologique, y compris au fait de prendre le train plutôt que l'avion, quand on sait que c'est beaucoup plus cher dans les 2 cas que les solutions sales?
Bon, et donc, qui pose aujourd'hui ce problème qui pourrait quand même se régler d'une façon ou d'une autre, par exemple par la fiscalité, par un certain nombre de choses? Qui aujourd'hui pose ce problème? Personne. On pourrait prendre comme ça de multiples exemples. Je prends un quatrième et dernier exemple. Et il est absolument impératif, si nous voulons réussir la transition écologique, de décentraliser très profondément un certain nombre d'actions, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les sources d'énergie sont décentralisées, parce que les initiatives doivent être décentralisées pour la rénovation des logements, etc., qui aujourd'hui pose le problème dans notre société d'un système, à bout de souffle d'ailleurs, totalement centralisé et qui fait que les citoyens n'ont pas voix au chapitre, on le voit bien ces derniers temps, n'ont pas voix au chapitre sur un certain nombre de questions, y compris les questions de transition écologique. Pas grand monde. Et donc on voit bien que là, il y a une responsabilité évidente y compris des médias, je dois dire, y compris des élites en général, qui est ces raisonnements utiles d'alerte, il faut le faire, mais qui est ces raisonnements, je voyais encore un débat l'autre jour, on raisonne secteur par secteur. Alors c'est pas inutile, mais je le démontre dans mon bouquin, on fait du yaka. Alors voilà, on règle le problème du climat en faisant du nucléaire, en faisant la voiture électrique et en rénovant les logements. On pense vraiment qu'en faisant ces trois choses-là, on va régler le problème climatique? On pense vraiment qu'il n'y a pas une transformation de la société nécessaire? Et on pense vraiment que cette transformation de la société, elle ne correspond pas aux intérêts d'une très grande majorité des gens? Je pense qu'on trompe complètement les citoyens là-dessus. Et donc là, il y a vraiment une responsabilité. Et je dois dire que c'est ça qui m'a motivé le plus finalement dans ce livre, de se dire comment ça se fait que ces types de débats ne sont pas au cœur des débats climatiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Géraud. Moi, je crois que dans vos deux livres, vous évoquez beaucoup la question à la fois des institutions, c'est-à-dire des politiques publiques et du comportement de ceux qui nous gouvernent, et puis la question du changement des comportements, justement, de la société, des individus. Et au fond, ce que vous montrez, c'est qu'il y a une ligne de tension entre une écologie institutionnelle, portée par les politiques publiques, et la question du changement des comportements. On voit bien d'ailleurs que, y compris du côté du parti Europe Écologie Les Verts, plusieurs de ces dirigeants ont reconnu que d'une certaine manière, ils avaient été rattrapés par un changement des comportements et une prise de conscience qui les avait dépassés et que ce n'était pas eux qui l'avaient vraiment impulsé. Pour autant, justement, les résultats électoraux n'ont pas été à la mesure du changement culturel, et ça, c'est sans doute l'indice de la difficulté à établir un lien, j'allais dire, une interaction démocratique entre ce changement des comportements et la question des politiques publiques. On dit assez classiquement que l'écologie politique n'est pas l'écologie des politiques publiques et qu'au fond, c'est une manière de se transformer qui est d'abord culturelle. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que quand je t'écoute, Géraud, on comprend que tu dis qu'au fond, il faudrait présenter les choses pour montrer que le changement culturel correspond à des intérêts qui sont à la fois individuels et collectifs, mais que du côté justement des institutions, il y a une difficulté à imaginer qu'au fond, les gens soient prêts, le peuple soit prêt à avoir évolué ses intérêts en fonction d'un futur qui serait envisagé différemment de l'ancien modèle culturel. Donc je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas aussi une sociologie au pouvoir des dirigeants qui imaginent le peuple beaucoup plus bête qu'il n'est et qui sous-estiment complètement la façon dont nous pouvons collectivement évoluer? Beaucoup plus bête qu'il ne l'est, je ne sais pas, mais sans doute beaucoup plus réfractaire au changement qu'il ne l'est en réalité. Et je suis effectivement très frappé de la frilosité des politiques publiques, de crainte, et quelque part, malheureusement, l'épisode des Gilets jaunes a laissé des traces, à mon avis, assez durables, de crainte que, effectivement, toute politique ou tout changement soit mal accepté, mal compris, et aussi frilosité, il faut le dire, des partis écologistes, parfois dans leurs propositions, qui vont présenter surtout des mesures un peu techniques, qui ne vont pas véritablement inventer ou réinventer un projet de société. Et je crois que la difficulté que l'on a, c'est que, d'une part, la lutte contre le changement climatique et globalement les questions écologiques sont toujours présentées comme une contrainte qui nous tombe dessus et à laquelle nous allons logiquement chercher à échapper. Et donc, les actions à mener sont souvent présentées comme une liste d'efforts réalisés, voire de sacrifices à consentir, c'est-à-dire comme quelque chose que personne n'a envie de faire à la base. Et je pense que c'est perçu comme une contrainte qui nous tombe dessus, largement parce que nous avons un récit très fort autour du monde vers lequel nous ne voulons pas aller, récit qui est soutenu par des rapports scientifiques comme ceux du GIEC,
mais aussi par toute une série de travaux de science-fiction ou de littérature sur l'effondrement, sur ceci ou sur cela. Et donc on voit ce vers quoi on ne veut pas aller, ce vers quoi on veut échapper, mais on n'a pas du tout de vision très claire de ce à quoi ressemblerait concrètement un monde décarboné. Et très souvent, il va imaginer qu'un monde décarboné, ça va être simplement un monde dans lequel on aura changé certaines manières de se transporter, certaines manières de produire ou de consommer des biens, mais où globalement, on vivrait globalement un peu comme avant, en tout cas sur les mêmes principes. Ce qu'on n'a pas du tout réussi à faire, et je pense que c'est là le cœur de l'échec, c'est qu'on n'a pas du tout réfléchi à repenser, à réinventer une série de concepts et de macrostructures sur lesquelles reposent nos sociétés et nos démocraties aujourd'hui, qui sont largement héritées de l'exploitation des énergies fossiles. Qu'est-ce que ça voudrait dire la souveraineté dans un monde décarboné? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté dans un monde décarboné? À quel fragment de liberté individuelle est-on prêt à renoncer pour garantir l'exercice de liberté collective? Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité ou l'équité dans un monde décarboné? Équité vis-à-vis de qui? Responsabilité vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du passé, vis-à-vis de l'avenir? Toutes ces questions fondamentales, à mon avis, qui dessinent une société, n'ont pas été abordées et passent un peu sous l'éteignoir au profit de questions techniques où on veut dire voilà comment on va limiter la vitesse, comment on va réaménager l'espace urbain, voilà comment on va rénover les bâtiments, etc. C'est-à-dire toute une série de politiques finalement assez techniques, mais qui ne dessinent pas le récit politique d'une société de demain à laquelle on aspirerait. Oui, je partage largement ça. Je pense qu'on manque d'une vision claire de ce que peut être la France, en l'occurrence, ou l'Europe, en 2050, en situation de neutralité carbone. Qui raconte cette histoire? Qui nous dit comment sera notre pays en 2050 en situation de neutralité carbone? Personne. Et je rebondis en partant sur ta question. Jean-Marc Jancovici a fait l'effort. Quand même. Qui ça? Jean-Marc Jancovici, avec son livre sur son projet de décarbonisation. C'est-à-dire qu'on peut y adhérer ou pas, mais il y a un effort de scénarisation qui a été fait. Oui, mais c'est un effort qui n'est pas applicable très largement, parce qu'on pourrait égrener les sujets les uns après les autres. On ne voit pas quel modèle de société, pas simplement quel choix technique, mais quel modèle de société il y a derrière. Et moi, je prends l'exemple, je voudrais prendre un exemple à partir de ta question, Lucille, l'exemple de la sobriété. Voilà typiquement un concept qui a été caricaturé. On a commencé, le monde politique ne voulait pas l'aborder. Il n'est abordé que parce qu'il y a un problème de consommation d'énergie depuis l'automne dernier, alors qu'on peut très bien avoir un discours sur la sobriété qui est en effet de dire il faut qu'on fasse un effort pour limiter le gaspillage de consommation, etc. Mais c'est notre intérêt. C'est notre intérêt de moins consommer de la viande, c'est notre intérêt de ne pas gaspiller et de ne pas avoir 50 pantalons dans sa garde-robe, etc. Tout ça, c'est notre intérêt. Et ce discours sur la sobriété a d'autant plus de mal à passer et à convaincre qu'il s'appuie sur un discours, sur un débat public. Moi, je suis très frappé de ça, je trouve ça sur un débat public qui est, quand vous émettez une idée sur l'écologie, on vous dit mais vous, est-ce que vous êtes parfait sur l'écologie? Est-ce que vraiment vous êtes impeccable? Or, le problème n'est pas là. Le problème, à mon avis, dans les choix individuels, c'est d'aller dans ce sens-là. Mais personne n'est parfait. On ne peut pas demander, on ne décrédibilise pas. Et c'est la même chose dans toutes les discussions. Quand vous avez des discussions familiales autour de la table, on vous dit mais toi, toi, tu as un gros 4x4. Et pourtant, tu parles d'écologie. Bon, mais après tout, si les personnes vont dans le sens de la sobriété et font cet effort de façon différente, selon les choix, c'est tout à fait normal, mais font cet effort, c'est ça qui est important. Et l'important, c'est pas d'avoir un modèle idéal de quelqu'un qui n'aurait aucun impact environnemental. Tout ça n'a pas de sens. Bon. Et donc, tout ça, et du coup, on s'appuie sur un discours moral qui, évidemment, ne passe pas. Alors que si on avait un discours sur la sobriété, qui serait un discours correspondant aux intérêts. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus de facilité à faire ancrer, parce que c'est vrai que, reconnaissons-le, la transformation de notre société, c'est aussi la transformation de ses valeurs. Et la transformation de ces valeurs, ça doit s'appuyer sur des exemples qui montrent
que ce n'est pas la restriction généralisée, ce n'est pas voilà, c'est quelque chose de tout à fait gérable et qui correspond à nos intérêts. Et malheureusement, tout ce discours a totalement du mal à passer. Et de ce fait-là, on rejette toute la population, c'est ce que je disais au début, toute la population qui ne peut pas agir. Parce que comment voulez-vous que ce discours-là soit compris par les gens qui sont déjà en situation de sobriété? Ça n'a pas de sens. Les gens ne comprennent pas. Et ils ne comprennent encore moins quand, et je le dis, et je fais quand même ce petit aparté, quand on leur envoie un avalanche de chiffres pour leur expliquer le climat. J'ai fait exprès, je me suis amusé parce que pour les médias qui m'ont interrogé là depuis quelques jours, quand mon bouquin est sorti tout récemment, la chose qui les intéresse le plus, c'est que c'est un bouquin sans chiffres, volontairement. Mais parce que, évidemment, je pense qu'il y a dans nos sociétés, et tout le montre, de tous ces mouvements populistes, etc., le montre, une barrière du savoir qui est considérable. Et si vous ne prenez pas en compte ça, si vous accablez, si vous dites aux gens, je le dis très nettement, je ne me ferai pas forcément que des amis, si vous dites aux gens, ah, vous n'avez pas compris le climat, on va vous l'expliquer. Ah, il faut comprendre exactement telle et telle chose. Et c'est pour ça que vous... Et c'est pour ça que vous n'agissez pas bien. Bon, ben les gens ne comprennent pas, c'est tout. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Voilà. Et donc, je pense que moi, je suis quand même assez inquiet de voir, je le dis franchement, assez inquiet de voir dans nos sociétés cette fracture climatique qui a tendance à... tous les indicateurs le montrent. Hein, je ne vais pas détailler dans le détail, mais tous les indicateurs le montrent sur cette idée qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent que... Enfin, qui sont énervés par ce débat parce qu'ils ne trouvent pas la manière dont eux pourraient agir alors qu'ils sont convaincus qu'il y a un problème climatique. Il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il y a un problème climatique qui est dû à l'action de l'homme. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y aura un quart d'heure de questions, et peut-être même plus d'ailleurs, s'il y a déjà beaucoup de questions qui se pressent. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on évoque cette question de la souveraineté nationale que tu as commencé à esquisser, François, parce que je lisais un petit papier que tu as fait sur les liens entre atténuation et adaptation, et sur le fait que finalement, il faut mener de manière, d'ailleurs la Fabrique écologique qui a travaillé de façon assez pionnière il y a déjà quelques années, cette question des politiques d'adaptation, d'autant plus que l'atténuation, donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas la France qui décide au fond de l'évolution du climat pour les 20 prochaines années. Et donc on est dans cette situation aussi où la question de l'impuissance, elle s'alimente à cette façon dont il y a cette inertie climatique et le sentiment qu'on n'a pas de société internationale qui fonctionne et que l'ONU est faible. Moi, je voulais vraiment qu'on essaye d'articuler ces différentes échelles, internationales, européennes et nationales, surtout que je vous rappelle que notre première ministre, Elisabeth Borne, qui maintenant est en charge de la planification écologique, s'est adressée, a fait son premier grande conférence sur ce sujet avec le slogan de France Nation Verte. Et donc, au contraire, elle remettait en avant cette question du nationalisme, de la nation, de la fierté française, si je puis dire. C'est aussi ce que fait régulièrement le président de la République par rapport à cette construction écologique et au fait qu'on doit être pionnier, moteur, fier, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut articuler cette fierté nationale et, au fond, cette difficulté de souveraineté que pose la question écologique? Je pense que ça explique aussi pourquoi on a ce sentiment que l'action est difficile. Je crois que ce qui est vertigineux, c'est que nous n'avons jamais été à ce point liés les uns aux autres, connectés dans une sorte de communauté de destin que par la physique du climat. Le fait est que le futur climatique ne dépend guère des décisions qui sont prises à Paris, ou même à Bruxelles, ou même à Washington ou à Pékin. Quand bien même nous aurions le gouvernement le plus ambitieux du monde en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre, ça n'aurait qu'un impact tout à fait marginal sur les impacts du changement climatique qui toucherait la France. Et donc, pour notre futur climatique qui va déterminer tant d'aspects de notre vie en société, qui va déterminer la plupart des grands enjeux du XXIe siècle, nous sommes en quelque sorte à la merci des décisions qui sont prises en ce moment au Caire, à Jakarta, à Lagos ou à Mexico,
c'est-à-dire des décisions auxquelles, globalement, nous nous intéressons très très peu. On s'excite sur ce que font les Allemands un peu par germanophobie, mais on ne fait quasiment rien par rapport à ce que font d'autres pays du Sud, où pourtant c'est là que les choses se décident. Et je suis très frappé de voir comme nous sommes vraiment liés les uns aux autres, et pourtant, on a l'impression qu'on est dans une sorte de course permanente à la souveraineté et à l'autonomie. C'est comme si l'on réalisait que plus nous sommes liés les uns aux autres, plus l'on ambitionnait de s'isoler les uns les autres, comme s'il y avait de plus en plus, quelque part, d'aspiration à des Brexit déclinés selon les différents pays. Or, je crois que l'enjeu, évidemment, c'est que nous n'avons aucunement la moindre légitimité à aller dire aux pays du Sud comment ils doivent faire, comment ils devraient se développer, s'ils ont ou non le droit d'exploiter leur pétrole, leur gaz ou leur charbon. L'enjeu, c'est, je crois, de travailler avec eux pour réduire pas uniquement nos émissions de gaz à effet de serre, mais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque bien entendu le climat se fiche de l'endroit où sont produites les émissions. Et là, je crois que nous avons volontiers tendance à rester quelque part obnubilés par l'idée de réduire nos émissions, par l'idée de faire notre part, comme si notre responsabilité se limitait à la part supposée que nous avons dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc vous allez avoir des débats sans fin qui vont dire la France c'est 0,9% des émissions, non c'est 1,2%, oui mais il faut prendre en compte les émissions importées, donc c'est 1,4%, si vous prenez en compte les émissions par habitant on arrive à 2%. J'ai envie de dire, soit, mais tous ces débats sont un peu secondaires parce que lorsque, quelque part, la France s'exprime dans une assemblée comme l'ONU, il n'est pas marqué 0,9 ou 1,2 ou 1,4 sur le front de l'ambassadeur de France, mais les gens voient la 5e puissance économique mondiale, un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité. Et donc, je crois que notre responsabilité d'agir par rapport au changement climatique dans une logique internationale, c'est une responsabilité qui doit être tournée vers l'avenir. C'est une responsabilité par rapport à l'avenir, par rapport aux générations futures. Et c'est là où j'aime bien, effectivement, l'idée d'avoir l'ambition, effectivement, d'être le plus ambitieux possible et d'être champion du monde en matière climatique, parce que très souvent, j'ai l'impression qu'on a tendance à jouer petit bras et à réduire notre ambition à notre part supposée des émissions dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça me paraît tout à fait délétère, parce que si chacun réduit sa responsabilité à sa part dans les émissions mondiales, ben on ne va pas aller très loin. Bref, je vois que... c'est un des points sur lesquels j'ai un certain désaccord avec toi, François. Je pense que pour que le discours écologique, climatique soit audible, il faut qu'il s'incarne dans la société. Et qui s'incarne dans la société française, en l'occurrence, ou la société européenne. Et donc, comment est-ce qu'il peut s'incarner ? Je pense qu'il peut s'incarner principalement par l'idée que c'est absolument notre intérêt. Notre intérêt, c'est bien d'éviter les importations de pétrole et de gaz que nous faisons massivement. Et c'est ça, concrètement, la transition climatique pour notre pays. C'est d'arriver à ce que nous ayons suffisamment d'économies d'énergie renouvelables, pour pouvoir se passer du pétrole et du gaz, et donc des importations. Je vous rappelle quand même qu'on importe 100% de notre pétrole et notre gaz. Et tout ça, c'est quand même des emplois en moins, c'est de l'argent transféré à l'étranger, etc. Donc c'est notre intérêt national, l'action climatique. Je pense que ça, c'est pas suffisamment dit. Donc les réflexions sur dire 0,9%, etc., ça n'a aucune importance. La réalité, c'est que c'est notre intérêt d'agir dans ce sens-là. Sans parler évidemment de l'histoire du leadership international sur ce sujet, etc., qui peut quand même nous apporter des choses intéressantes, y compris pour notre industrie, parce que quand on est leader sur un certain nombre de technologies propres, etc., ça peut avoir des bénéfices industriels importants. La deuxième chose que je voulais dire très rapidement, c'est qu'il n'y a aucune fatalité à ce que l'Europe soit seule à agir. Et moi, j'essaye d'expliquer ça dans mon livre, que l'arme principale pour l'Europe vis-à-vis d'un certain nombre de pays, c'est l'arme commerciale. Est-ce qu'on peut vraiment admettre, dans une société où le climat est devenu un sujet central, admettre que la logique commerciale fait que nous soyons en permanence dans des situations de libre-échange ou chercher du libre-échange? Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un système qui permette, en effet,
d'avoir des accords commerciaux préférentiels, mais avec des gens qui jouent le jeu sur le climat. Ça commence vaguement à être fait par les écluses aux frontières au niveau européen, même si ça pose beaucoup de problèmes et que ce n'est pas encore au point. Mais on voit bien que là, c'est un levier absolument formidable et c'est un levier logique. Et c'est pour ça que moi, je propose qu'on remette au goût du jour cette vieille revendication qui était celle de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, de Macron, je n'ai pas entendu beaucoup Macron là-dessus, d'Organisation mondiale de l'environnement. Parce que c'est bien ça, c'est l'intégration des négociations climatiques par rapport en particulier aux négociations commerciales qui peut permettre de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de prendre une ou deux questions, puisque je crois que vous aviez envie d'intervenir. Tu veux un micro ? Pardon, Je vous ai écouté avec passion et grande frustration, à vrai dire. C'est pour ça que j'ai levé la main, j'en pouvais plus. Je vais vous dire pourquoi. Très brièvement, sans monopoliser la parole. Donc moi, mon background, c'est design. Je suis rentré dans le design comme une pratique visant à améliorer les conditions de vie. Et donc sur l'approche anthropologique et sociologique, comment on crée des artefacts qui améliorent le quotidien. Et j'ai progressé vers... Donc j'ai fait ma carrière dans les télécoms, dans des grandes boîtes comme Nokia, etc., à diriger des centres de recherche. Et j'ai évolué vers ce qu'on appelle dans notre jargon le méta-design, qui est au croisement des sciences du vivant et des sciences de l'informatique, le moyen de créer les conditions d'émergence. Donc on est sur des systèmes dynamiques. J'ai évolué plus récemment, j'ai appris le principe du vivant et puis jusqu'à l'économie régénérative. J'ai participé à former dans la Convention des entreprises pour le climat 150 chefs d'entreprise à ce que c'est que d'écrire une vraie raison d'être, une gouvernance partagée et des modèles d'affaires qui vont vers les... Et par ce chemin, j'ai découvert un enjeu qui me semble, vous n'avez pas formulé encore. Qui est celui, vous l'avez esquissé en disant il faudrait changer de paradigme. Dans nos espaces d'intervention, nous, on se base sur le modèle de Reeds, un architecte américain qui a fait émerger l'économie régénérative, qui dit au fond, il y a le business as usual, où on surconsomme, on n'a pas de limite, c'est un monde sans limite. On est passé ensuite à un paradigme de l'efficience, dans lequel beaucoup reste encore, à l'économie de la circularité, que vous évoquez, mais qui sont bien insuffisants, parce que la circularité, c'est aussi faire moins mal, c'est pas nécessairement faire bien. Et puis, d'après lui, on pourrait passer à un paradigme de la restauration, puis de la régénération. Donc, la régénération, certains l'appellent la restauration, l'économie de l'impact. Donc, on a une intention explicite à partir d'un moment zéro vers des finalités positives qu'on s'engage à atteindre et on peut rémunérer cette économie de l'impact. Et puis, la régénération, qui serait un paradigme un peu plus loin, qui consisterait à dire on s'applique les principes du vivant pour la génération des conditions de vie et pour notre écosystème et pour nous en tant qu'humains. Et ça connecte tous les points que vous essayez de connecter par les modèles d'affaires qui non plus rémunèrent des moyens mais des effets. C'est-à-dire que j'aurais voulu vous entendre parler de ce challenge qui, on le sait tous, ne produit pas des résultats satisfaisants, certainement pas l'économie circulaire, parce que je vais vous donner un cas, une étude est sortie récemment en Angleterre. Est-ce que vous pouvez accélérer un petit peu de façon à ce qu'on reprenne voilà, ensuite. je vais le formuler. En Angleterre, quand on a financé la transition énergétique, au bout de 3 ans, on voit bien une économie de budget et les foyers se comporter de manière attendue. Puis au bout des 3 ans, c'est plus le cas en fait. L'économie acquise est réinvestie dans une véranda qui nous ramène au résultat initial, ce qu'on appelle les effets rebonds. L'économie des moyens, quels que soient les moyens, y compris la circularité, ne produisent pas des effets positifs en fait. Et je voudrais vous entendre sur comment vous comprenez comment l'économie peut s'organiser pour non plus rémunérer des moyens, mais récompenser des effets. Alors, je ne suis pas neutre parce que c'est sur quoi je travaille. Et il y a des infrastructures technologiques qui permettent de faire de la convergence de la finance, et des acteurs qui sont dans les projets avec une finalité partagée, une orchestration des actions et une comptabilité commune. Et je me sentais, permettez-moi, que vous tourniez autour de ces sujets, mais vous n'avez pas formulé cette hypothèse qui est bien là et qui est mise en œuvre aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Je propose que tu commences, Géraud. Non, mais c'est une idée intéressante. Moi, je me dis toujours dans ce genre d'idée, il faut réfléchir aux modalités d'application.
savoir comment concrètement. Je citais l'économie circulaire, c'est d'ailleurs le mot n'est pas. Je suis d'accord, le mot n'est pas bon. Le mot n'est pas bon. Parce que c'est plein de choses, l'économie circulaire. Il faudrait trouver d'autres mots. Moi, j'appelle ça plutôt la nouvelle économie écologique, personnellement. Donc peut-être que ça intègre davantage ce que vous dites. Mais on ne va pas peut-être en discuter, mais ça m'intéressera d'en discuter en bilatéral. C'est de savoir, à partir de ce que vous dites, comment concrètement ça s'incarne dans des politiques d'entreprise. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je fais une remarque, c'est que je ne crois pas, pour le coup, que le changement... on est convaincu, y compris à la Fabrique écologique, on est convaincu que le changement, c'est aussi par les entreprises, bien entendu. Mais ce n'est pas uniquement par les entreprises et ce n'est pas uniquement par le modèle économique. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses qui ne sont pas aujourd'hui dans le débat public, je le répète, et qui c'est absolument important de faire par rapport à, je vous dis, l'aménagement du territoire. Enfin, il y a toute une série de choses et le système de valeurs. Et le système de valeurs, il peut en effet naître dans le milieu économique, mais il faut aussi qu'il soit porté par toute une série de gens et de choses au-delà. Non, je trouve cette question assez fondamentale et sur le fait que souvent on donne l'impression de tourner autour du pot sur l'interaction entre économie et écologie. Et vous avez évoqué le fait que vous aviez écrit des raisons d'être. C'est pas non plus ultra convaincant. Et donc la question, effectivement, c'est comment est-ce qu'on articule, tout en n'étant pas... François, je t'ai souvent entendu dire que tu n'étais pas anticapitaliste. Et donc tout en ne restant pas dans des postures et en descendant, comme le dit Géraud, au niveau microéconomique pour ne pas rester simplement dans des grandes idées et des choses de l'ordre du slogan. Donc je ne sais pas si tu veux... Effectivement, je me méfie parfois un peu des grandes idées, des grands projets de renversement du système. Pas du tout parce que je serais contre l'idée, mais simplement parce qu'on n'a pas le temps et qu'il y a, à mon avis, une sorte d'impératif d'urgence qui doit nous forcer au pragmatisme. Cela étant dit, il y a plein de choses qu'il est possible de faire avec les entreprises pour effectivement passer d'une économie de moyens à une économie de finalité. Et ça me paraît effectivement tout à fait essentiel. Le cas du recyclage est assez emblématique, où on demande à plein de trucs aujourd'hui d'être recyclables, sauf que dans la pratique, on recycle très très peu. La plupart des produits recyclables ne sont de facto pas recyclés. Et donc ça ne sert à rien d'avoir des produits recyclables si ce n'est pas pour les recycler in fine. Comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Il y a plein de choses à faire. Il y a d'abord, je pense, un élément essentiel, c'est les critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants. C'est-à-dire, sur quelle base est-ce qu'on va fixer la part variable de la rémunération des dirigeants et quels sont les objectifs qu'on va leur donner? Est-ce qu'on va leur donner uniquement des objectifs financiers d'augmentation des parts de marché ou du bénéfice avant impôt, ou est-ce qu'on va leur demander aussi d'atteindre des objectifs en matière sociale et environnementale? C'est un sujet, on n'y est pas encore, mais c'est un sujet sur lequel on progresse un petit peu. Il y a des éléments de comptabilité qui me paraissent tout à fait essentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait rentrer dans la comptabilité des entreprises. Il y a un groupe international que pilote Emmanuel Faber qui fait quand même des propositions qui me semblent tout à fait intéressantes. Il y a d'autres propositions qui sont faites notamment sur le score carbone par un cabinet de finance français qui s'appelle Axilia et qui vise en quelque sorte à comparer en fait le bénéfice réalisé par l'entreprise par rapport à cette dette climatique. Donc en internalisant le coût des externalités et à voir si l'entreprise en fait est soutenable par rapport à son empreinte climatique. Ou alors il y a des choses à faire avec les gens également. C'est-à-dire qu'en France, les gens investissent très très peu dans leurs entreprises. On a presque l'impression dans le débat public que posséder des actions d'entreprise, c'est quelque chose de mal et qu'il vaudrait mieux avoir son épargne à la banque pour financer des énergies fossiles. Ce qui est le cas de, malheureusement, beaucoup d'épargne des Français aujourd'hui s'ils ont investi dans des produits d'épargne classiques. Au Danemark, qui a souvent été présenté comme un pays pionnier, effectivement, dans la nouvelle économie écologique, la quasi-totalité de l'épargne des Danois est investie dans leurs entreprises. Ça veut dire que les Danois, le peuple, littéralement, pilote bien davantage qu'en France ces entreprises. En France, les entreprises sont largement pilotées par des grands groupes actionnariales, beaucoup plus qu'au Danemark. Voilà des choses qu'on pourrait faire, y compris culturelles, pour inciter les gens à placer leur épargne dans les entreprises françaises et donc à orienter l'action des entreprises, plutôt que simplement le mettre en banque. Donc il y a des choses très concrètes qu'on peut faire aujourd'hui
Et en voilà quelques-unes, et je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de l'économie des entreprises qui, quelque part, pourrait lister la totalité des actions à mettre en œuvre, mais voilà en tout cas quelques-unes qui, à mon sens, permettent d'induire un changement de modèle concrètement au quotidien dans les entreprises sans pour autant monter sur les grands chevaux de l'anticapitalisme. Merci François. Et je peux Oui. te rajouter un mot en disant sur l'anticapitalisme, ça n'a pas du tout été évoqué, mais je pense qu'alors vraiment, il faut sortir de l'anticapitalisme de papa. Voilà, hein, c'est-à-dire l'anticapitalisme du XXe siècle n'est plus du tout adapté aux logiques telles qu'on en discute. Oui, moi j'avais envie, pour poursuivre ce débat, qu'on aborde cette question de la jeunesse. Alors, à la Fabrique écologique, on a organisé plusieurs événements, plusieurs controverses sur ces questions de place des jeunes, sur la bifurcation, sur l'envie de changer le monde et la façon dont elle peut, comment dirais-je, ensuite devenir opiniâtre, c'est-à-dire ne pas rester simplement une question de génération. Dans ton livre, Géraud, tu dis, et dans différentes interviews, tu dis, au fond, tu invites les jeunes à prendre le pouvoir, en fait, en disant, au fond, il ne faut pas rester dans les postures, simplement lancer l'alerte, mais d'une certaine manière, lancer la conquête des institutions. Mais comment est-ce qu'on peut lancer la conquête des institutions lorsque, par ailleurs, on a envie de bifurquer et lorsqu'on estime que le système n'est pas le bon? Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Je pense seulement qu'aujourd'hui, l'indignation a été utile, peut-être l'est encore un peu, mais ne suffit pas. Et finalement, n'aboutit finalement pas à grand-chose. Et c'est pour ça que moi, je propose plutôt que, et j'ai un ou deux exemples concrets, je propose plutôt que ceux qui sont attachés à tous ces sujets-là, en particulier les jeunes, mais pas uniquement eux, soient sur une logique d'interpellation. Quelle est la grande différence? La logique d'interpellation, c'est on prend un sujet et puis on dit voilà comment il faudrait faire, voilà nous notre avis, voilà les choses qu'à notre avis il faudrait faire, et maintenant faites-les. Et il y a un domaine où la jeunesse est en train de réussir sur ce sujet, sur cette logique d'interpellation, à mon avis, c'est l'enseignement supérieur. Parce que la mobilisation depuis 3 ans de toute une série d'étudiants sur l'enseignement supérieur est en train de marcher, c'est-à-dire que maintenant, la quasi-totalité des établissements est en train d'essayer de restructurer leurs cours, de leur formation, est en train d'essayer d'avoir une politique plus conforme en matière de développement durable, etc., etc. C'est en train de marcher. Et donc je me dis, le raisonnement que je me fais, c'est de me dire, cette démarche-là, alors il ne faudrait pas uniquement que ce soit les jeunes, mais les jeunes doivent évidemment avoir un rôle important. Cette démarche-là, est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer sur d'autres sujets? Et c'est une démarche qui est aussi qui n'est pas uniquement par qui est aussi par la revendication, mais qui est aussi par l'exemple. C'est pour ça que je pense que moi, un des apports, ça a été ridiculisé, mais c'est n'importe quoi, un des apports les plus importants de Greta Thunberg, ça a été de dire, je revendique, mais je donne aussi un certain nombre d'exemples dans ma pratique. Et ces exemples, ils ne doivent pas être simplement dans les pratiques individuelles, ils doivent être dans la façon d'organiser collectivement un certain nombre de choses. Et moi, j'appelle ça une logique d'interpellation qui, personnellement, me paraîtrait beaucoup plus porteuse que la seule logique d'indignation. François, ton livre s'appelle « Dépasser l'indignation », je te rappelle. Hein. Bien sûr, parce que je crois autant l'indignation peut être utile, a été particulièrement utile, notamment quand il s'agissait de sonner l'alerte, mais autant j'ai parfois l'impression aujourd'hui que certains se complaisent un peu dans une logique qui les conduirait à penser que l'indignation vaut action et qu'ils ont agi pour le climat parce qu'ils se sont indignés sur Twitter ou sur Facebook de telle ou telle situation. Et ça ne peut pas remplacer l'action, et même si la colère est légitime, compréhensible, elle ne remplace pas l'action elle-même, même si elle peut, et je le souhaite. La question, c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette indignation, cette colère, comment est-ce qu'on peut la transformer en action. Et moi, je suis très inquiet de voir aujourd'hui que cette indignation, cette colère, parfois se transforme en une forme de dépit, voire de défaitisme, qui voudrait faire croire que rien n'avance dans le bon sens, qu'il n'y a rien qui se passe dans la société, que tout est fichu, que nous allons tous mourir dans 10 ans. Et moi, je redoute énormément cette sorte de chape de plomb que j'appelle du climato-défaitisme et que je redoute encore bien davantage que le climato-scepticisme.
parce que le climato-scepticisme peut être combattu. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de combattre le climato-défaitisme, parce que si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire et que plus rien ne vaut la peine, à ce moment-là, vous avez tendance effectivement à baisser les bras. Et moi, je constate effectivement qu'il y a dans la société effectivement une sorte de vague ou d'ambiance parfois un peu défaitiste, singulièrement auprès d'une partie des jeunes. Et ça m'inquiète beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que notre responsabilité, c'est pas juste de nous indigner sur ce qui ne va pas ou sur ceux qui rament à contresens, mais d'essayer d'encourager et de pousser dans le dos ceux qui aujourd'hui font avancer les choses, font bouger les choses, pour qu'ils puissent en entraîner d'autres dans leur sillage. Parce que je pense vraiment que nous avons dépassé aujourd'hui le stade de l'alerte, et c'est une excellente chose. Aujourd'hui, tout le monde voit bien que la maison est en feu, il faudrait vivre au fond d'une grotte pour ne pas réaliser que la maison brûle. Et donc les gens n'ont pas besoin qu'il y ait des gens qui se mettent au milieu de la rue et qui crient au feu, au feu, au feu, pour leur dire quelque chose qu'ils voient et qu'ils expérimentent déjà dans leur quotidien. Je pense que l'attente des gens, c'est qu'on leur dise comment faire pour éteindre l'incendie, comment aider les pompiers, voire potentiellement comment lutter contre les pyromanes et ceux qui vont venir jeter de l'huile. Mais les gens n'ont pas envie qu'on leur dise il y a le feu. Les gens ont envie et besoin, je crois, qu'on leur dise voilà comment on va pouvoir l'éteindre ensemble. Et c'est pour ça que des actions d'indignation permanente, je le crains, ont tendance à nous ramener vers l'arrière et sont profondément passéistes, même si parfois on les voit comme de nouveaux modes d'action, alors qu'en réalité, j'aimerais que des actions nous projettent plutôt vers l'avant. Mais par rapport à cet engagement d'une partie de la jeunesse, je rappelle que le Rassemblement national est quand même un parti pour lequel beaucoup de jeunes votent et qu'il y a une fracture des savoirs, tu le disais, Géraud, au sein même de la jeunesse. Par rapport à cette question de la jeunesse, comment est-ce que on réintègre d'une certaine manière cette aspiration, cet élan dans une relation qui soit une relation plus forte avec les institutions? Est-ce que ce n'est pas aussi du côté des institutions qu'il faudrait faire un geste, passer de cette logique, moi, que j'ai toujours trouvé absurde, qu'il faut attendre 20 ans pour aboutir à des responsabilités alors qu'on vient de le dire, le temps presse? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à organiser, du côté de ceux qui ont le pouvoir, une place plus grande donnée à cette jeunesse, de façon à ce qu'elle ne voit pas seulement dans l'activisme une manière, au fond, d'utiliser son énergie, son élan, son indignation? L'indignation, elle tient aussi au fait que l'espace laissé à ces aspirations à la créativité, à la transformation du modèle, est extrêmement restreint. Et en tout cas, dans les institutions, il n'existe pratiquement pas. Alors, Géraud, tu travailles en ce moment sur ces questions de savoir, justement. Tu parlais de l'université. Après, à l'université, on apprend, mais comment est-ce qu'on apprend à agir? C'est aussi, et comment se développe l'espace de l'action? Ça me semble être un point essentiel. Je trouve que la balle est dans le camp des institutions. Non, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense que, alors pour le coup, on a des institutions françaises qui sont, on le sait bien, hein, verticales, éloignées quand même des gens, quoi qu'on en dise, hein, d'une manière ou d'une autre, et qu'il y a toute une palette d'initiatives qui seraient possibles pour faire en sorte que, en tout cas les jeunes, mais plus largement peut-être aussi, puissent s'investir dans des choses très positives. On pourrait prendre énormément d'exemples. La seule chose que je pense qu'il faut éviter, c'est l'expérience peut-être qui fait dire ça, c'est d'éviter le bricolage. Et de ce point de vue-là, quand même, depuis quelques années, on a quelques exemples. Tu l'as d'ailleurs très bien dit hier dans une émission de télévision. On a quand même quelques exemples ces dernières années de bricolage, c'est-à-dire de choses qui sont mal pensées. Et je pense qu'il est tout à fait possible, on l'a d'ailleurs fait à la Fabrique écologique quand on a fait notre note sur le bilan de la Convention citoyenne pour le climat, en proposant y compris des modalités pour montrer que une Convention citoyenne de type-là ne pouvait pas être uniquement consultative, mais qu'elle ne pouvait pas être non plus uniquement décisionnaire, et que donc il fallait trouver une articulation. Bon, mais ça se pense, ça se réfléchit. Et là où je suis en effet un peu inquiet, c'est de voir que ce type de sujet est finalement assez peu pensé dans les débats d'aujourd'hui, alors on commence à avoir quand même quelques expériences depuis quelques années de choses qui, en apparence, étaient intéressantes et en réalité ont débouché sur de grandes déceptions. T'entendre sur le GIEC, en fait, puisque tu es co-auteur au GIEC, que cette question de la place des faits scientifiques dans le fonctionnement démocratique est posée avec beaucoup de force par les dérèglements écologiques.
et aussi parce qu'on voit bien que de plus en plus de scientifiques aujourd'hui interpellent, justement, se mettent dans une posture qui est différente de celle de la posture dans le laboratoire, si je puis dire. Que par ailleurs, beaucoup de jeunes se réfèrent aux faits scientifiques en fait, pour interpeller les institutions, mais que, bon, on y travaille justement à la Fabrique écologique, avec Héloïse de Golemin qui est dans cette salle, on s'aperçoit que le cheminement pour intégrer ces faits scientifiques dans la décision démocratique est au fond, il est très flou, et à chaque fois qu'il existe, il aboutit souvent à des frustrations, des mécontentements, et soit un sentiment de déni démocratique, soit un sentiment de déni scientifique. Donc, est-ce que tu peux là-dessus nous apporter quelques éclairages ? C'est compliqué. Je pense qu'une sorte de grande victoire culturelle du GIEC, c'est d'avoir réussi à ce qu'il soit aujourd'hui devenu quasiment impossible de prononcer un discours politique sur le climat sans faire référence aux travaux du GIEC. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres domaines scientifiques. Je travaille aussi sur l'immigration. Je suis très frappé de voir comme les discours politiques sur l'immigration ne font jamais référence à la moindre étude scientifique et sont des discours strictement idéologiques. Et donc, je pense qu'un pas très important qui était franchi, c'est que, globalement, même si on fait parfois le contraire de ce qui est recommandé, etc., il y a quand même, malgré tout, cette sorte d'accroche scientifique au discours politique. Le problème, c'est que très souvent, quand un politique, ou d'ailleurs aussi des militants et des activistes, disent le GIEC dit que, ou les scientifiques disent que, en fait, ce n'est pas du tout ça qui est écrit et ce n'est pas du tout ça qui a été dit. Et c'est très frappant de voir comme c'est en quelque sorte une sorte de rançon de la gloire, une forme de détournement systématique et d'instrumentalisation des propos, comme si, parce que, quelque part, comme si le fait de commencer sa phrase en disant les scientifiques disent que, ou le GIEC dit que, donnait assez et tout de suite une sorte d'argument d'autorité. Donc effectivement, quand on a soi-même contribué à la rédaction des rapports, ça fait effectivement sourire quand on voit la seconde partie de la phrase et quand on se rend compte que ça ne correspond pas du tout à ce qui est écrit. Ça pose aussi la question, effectivement, de savoir ce qu'on doit faire et comment on doit se positionner soi en tant qu'individu, en tant que chercheur, quel est le devoir d'engagement qu'on a. Moi, je ne crois pas du tout à la neutralité scientifique. Je pense que c'est une sorte de fantasme dans lequel on entretient les gens. Je ne connais aucun de mes collègues du GIEC, ou d'ailleurs aucun collègue qui travaille sur le climat, qui ait une attitude neutre vis-à-vis du climat. Tous considèrent que le changement climatique est une mauvaise chose et qu'il faut lutter contre le changement climatique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je ne connais aucun chercheur qui soit neutre par rapport au changement climatique, qui dise bon voilà, il y a un changement climatique, mais je n'ai pas à me prononcer sur ce qu'il conviendrait de faire, est-ce qu'il faut augmenter les émissions, réduire les émissions, ça ne me regarde pas. Je ne connais aucun collègue qui pense ça. Par contre, je pense qu'il y a un devoir d'honnêteté intellectuelle. Et donc pour moi, quand on réfléchit aux questions d'engagement, etc., je pense que le devoir, ce n'est pas du tout un devoir de neutralité, qui je pense est un fantasme, c'est un devoir d'honnêteté et de rigueur intellectuelle, qui est, en clair, un objectif, je dirais, une obligation de moyens, pas forcément une obligation de fin. Est-ce que nous parvenons à être toujours honnêtes, toujours rigoureux intellectuellement ? Sans doute pas. Nous essayons de faire le mieux possible. Mais c'est très compliqué, cette question de l'engagement dans le débat public, et a fortiori dans le débat politique, est encore plus compliqué. C'est-à-dire que vous êtes sans cesse sommé de commenter absolument tout, comme si vous deviez, tel un politique, avoir un avis sur absolument tout ce qui se passe, que vous êtes tenu comptable de tout ce que va dire tel ou tel candidat ou tel politique dont vous avez dit du bien un jour à un moment donné, et donc que vous allez être quelque part assimilé à un politique vous-même sans en avoir aucun des avantages, ni en termes de pouvoir, ni en termes de salaire. Oui, juste un mot. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que je suis très inquiet sur ce... Je ne vais pas me faire que des amis en disant ce que je vais dire. Hein. Quand on dit il faut suivre le scientifique. Et j'entends ça partout. Et pourquoi je suis inquiet ? Pour deux raisons. D'abord parce que si suivre les scientifiques, et dans l'esprit des gens quand même beaucoup, suivre les scientifiques, c'est suivre les propositions et les solutions des scientifiques.
Or, moi, je considère deux choses. D'abord que si on dit ça, on met la science au cœur du débat démocratique et que c'est très mauvais pour la science elle-même, parce que la science, c'est quand même des choses objectives. Et là, on la met au cœur de solutions qui sont en réalité des solutions que la société doit décider. Et la deuxième chose, c'est que moi, je considère que la science, comme d'ailleurs les juges, comme d'ailleurs les experts, c'est pas eux de décider, c'est la démocratie de décider, c'est donc le peuple de décider d'une manière ou d'une autre, en fonction de ses institutions. Et qu'à force de dire c'est la science qui doit décider, on envoie le message aux citoyens, ça fait partie du malentendu, vous verrez, j'ai tout un chapitre là-dessus, ça fait partie du malentendu, et on fait dire aux citoyens, bah voyez, il y a des solutions qui s'imposent, vous n'avez pas à discuter, ça s'impose, ça doit s'imposer. Or, revenons à l'écologie telle que nous l'aimons et telle que nous la connaissons. L'écologie que nous aimons, c'est la diversité des solutions. Nous le savons bien. Il y a des solutions diverses. Et donc, il doit y avoir des solutions qui se co-construisent avec les citoyens de manière diverse, qui certes, il faut veiller à ce qu'elles aient l'impact qu'il faut, il faut veiller à ce que les scientifiques en évaluent l'impact et la portée, mais ce n'est pas aux scientifiques de dire quelles seront les solutions qui doivent être appliquées. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose que vous posiez toutes les questions que vous avez envie de poser. Je vois déjà que François veut en poser une, ensuite Amélie. Donc on va prendre ces deux questions et... Si, peut-être, parce que on enregistre, oui. Merci. Oui, je voudrais revenir sur la question des valeurs dans nos sociétés et peut-être des résistances au changement et accessoirement d'ailleurs à la question de l'anticapitalisme. Il me semble quand même que un des ressorts de notre société, c'est la différenciation des gens qui veulent montrer qu'ils sont puissants, qu'ils ont réussi et qui donc adoptent des modes de consommation différenciants. Et c'est très ancré dans notre société. Au Moyen-Âge, on voulait à San Gimignano avoir des tours plus hautes que celles de son voisin. Aujourd'hui, on va avoir un 4x4 plus gros ou une maison plus belle. Il me semble que, alors, quand on parle des élites par rapport au peuple, il ne faut pas oublier aussi de parler des riches par rapport aux pauvres et de parler des types de modèles d'ascension sociale que la société projette. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les gens veulent avoir plus de facilité pour vivre et c'est parfaitement légitime. Oui et non, parce que si ça veut dire toujours s'aligner sur des modèles que donnent les plus riches dans la société, alors que les plus riches sont à l'origine des émissions individuelles les plus élevées, on entretient un système où le modèle est un modèle d'émission, un modèle de gaspillage, et pas du tout le changement de paradigme qui est nécessaire pour juguler le problème climatique. Alors, on n'en a pas parlé là, et voilà, élite, peuple ou riche, pauvre, et quelles sont les valeurs dans notre société qu'il faut changer si on veut que notre société soit en transition vers un modèle écologique durable, accepté. Peut-être prendre la question d'Amélie aussi, et puis ensuite vous répondez. Oui, et surtout que je rejoins certains de ces éléments, et je rejoins la remarque sur l'économie régénérative, qui pour moi est vraiment une voie de sortie précieuse, dans le sens où, au fond, on est déconnecté du vivant, du rapport au vivant. On vit en majorité en ville, et en partie, c'est ce qui fait aujourd'hui, en partie, là où on est. Et donc ce rapport aussi au capitalisme, malgré tout. J'en profite pour mentionner l'existence du GIECO, le groupe international d'experts sur l'évolution des comportements, qui, à mon sens, est la suite précieuse du GIEC, qui nous fournit des éléments chiffrés sur le climat, mais on le voit depuis des années, c'est pas suffisant. On parle au cerveau, et ce qui fait bouger, c'est de voir les feux de forêt, de voir que c'est au pied de chez nous, et que c'est déjà là, aujourd'hui, maintenant, les conséquences. Donc le GIECO qui vise à apporter des éclairages scientifiques sur le facteur humain, sur pourquoi on n'arrive pas à faire ce changement, comprendre les biais cognitifs notamment. Au fond,
donc économie régénérative, facteur humain. Et au fond, ma question rejoint ce qui a été dit précédemment sur, Géraud, tu l'as mentionné au tout début, en disant le malentendu sur croissance-décroissance. Donc ma question est voilà, sur le sujet de la croissance, de cette course effrénée qui est notre système. Merci. La question du marketing est en fait assez fondamentale et moi je dis souvent que si on avait investi les mêmes budgets en marketing dans la communication de la science du climat que les budgets marketing dans la communication de la vente d'un pot de yaourt, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui on voit très bien, notamment sur la question de la voiture comme objet particulier qui fait l'objet de l'attention du marketing, à quel point quelque part, l'achat d'une voiture dite plus écologique aujourd'hui répond avant tout à une logique de marketing. Pourquoi est-ce que vous achetez une Tesla aujourd'hui? Ce n'est pas pour réduire l'empreinte carbone de votre voiture, c'est pour montrer à tout votre entourage que vous pouvez dépenser 50 000 € pour bouger vos fesses. Qu'est-ce qui a permis à Toyota de ravir le leadership du marché automobile américain? C'est sa Prius. Qu'est-ce qui a fait que la Prius a tellement marché sur le marché automobile américain, contrairement au modèle de Ford ou GM qui avaient aussi développé des voitures hybrides? C'est que Toyota en avait fait un modèle qui n'existait qu'en version hybride et qui était facilement reconnaissable. Et donc, quand vous voyez une Prius, vous n'aviez pas besoin d'ouvrir le moteur pour savoir que c'était un moteur hybride. Vous le saviez directement en voyant la voiture que c'était une voiture hybride. Et donc, ils ont utilisé une technique marketing qu'on appelle le virtue signaling, c'est-à-dire le fait de signaler à son entourage qu'on est vertueux. Et donc, si les Américains se sont rués sur la Prius, c'était de manière à montrer à leurs collègues sur leur parking de leur entreprise ou à leurs voisins en garant leur voiture qu'ils avaient acheté une voiture hybride et que donc ils étaient vertueux. C'est exactement le même phénomène qui conduit aujourd'hui tous les gens qui partent en vacances dans des trains couchettes à faire 1 milliard de photos sur les quais de la gare puis dans le train pour montrer à leur entourage, regardez comme je suis vertueux, je suis parti en vacances en train couchette. C'est exactement le même type de phénomène. Et donc effectivement, il y a aujourd'hui un vrai enjeu, à mon avis, sur les questions de marketing pour comment rendre, je dirais, un modèle de consommation plus sobre, désirable. Et autant sur les voitures, on parvient un tout petit peu, mais je dis c'est 10% par rapport au budget marketing investi sur les SUV, sur l'idée que plus on est puissant, plus on doit conduire une grosse voiture. C'est un enjeu aussi, je dirais, du comportement de certains politiques. Est-ce que vraiment, chaque fois qu'il faut déplacer un ministre dans Paris, il y a besoin d'une telle cavalcade de voitures au point que c'en est sincèrement un peu ridicule? Moi, je suis pétri d'admiration pour Jean Castex, qu'on voit régulièrement dans le métro, et les photos de Jean Castex dans le métro circulent largement sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question aussi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux influenceurs. Pourquoi est-ce que le jet privé est aujourd'hui une sorte de symbole de réussite? Qu'est-ce qu'on va donner comme symbole de réussite? Et là, il y a un vrai besoin, effectivement, de travailler sur les comportements avec des sciences comportementales, avec des spécialistes du marketing, pour effectivement transformer tout ça. Je pense que les deux questions que vous posez mériteraient une demi-heure chacune. Donc, je vais simplement répondre à quelques mots sur les milliardaires et les comportements. Évidemment, la réduction des inégalités est quelque chose d'important. Mais je crois qu'il faut avoir conscience que tu as tout à fait raison de dire que même si on réduit les inégalités, il y aura toujours des inégalités. Et donc, il y aura toujours des plus riches. Et donc, il y a bien une nécessité, et tu as tout à fait raison de dire que les modèles de consommation se calent sur les strates au-dessus et que donc, finalement, c'est les plus riches qui orientent la consommation. Et donc, ce qui me paraît important, c'est qu'en effet, il y ait vis-à-vis des plus riches un certain nombre d'éléments de sobriété qui soient très fortement incités, voire imposés, en particulier, évidemment, quand c'est des loisirs, etc., et que ce n'est pas des usages professionnels. Donc ça, je pense que c'est important. En revanche, je pense qu'il faut éviter, et malheureusement c'est la tentation dans le débat public, de faire des symboles. Et c'est ça que je critique quand même, c'est qu'on a l'impression parfois dans le débat public que parce qu'on aura interdit les jets privés,
on a réglé le problème du climat. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Sur croissance-décroissance, le débat pourrait être assez long. J'ai tout un chapitre de mon bouquin sur ce sujet. En 2 mots, je pense que c'est très maladroit de poser le débat en ces termes-là. C'est très maladroit parce que D'ailleurs, je remarque que ceux qui sont des croissancistes effrénés font tout pour organiser un débat avec la décroissance. On pourrait quand même, ceux qui se disent décroissants pourraient quand même s'interroger pourquoi, je ne citerai pas de nom, mais enfin il y en a beaucoup, s'efforcent à tout prix de mettre en scène un débat entre la croissance et la décroissance. Si ce n'est que, si on met en scène un débat comme ça, c'est la croissance qui gagne. Voilà. Donc moi, je dis simplement ça. Et ensuite, je dis qu'en effet, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut faire décroître, il y a un certain nombre de logiques, de valeurs qu'il faut changer, etc. Mais que poser le problème en termes de croissance-décroissance ne peut aboutir qu'à bloquer les choses et finalement à ne pas être compris par un certain nombre de catégories de la population, et donc finalement est assez contre-productif par rapport au débat public. Mais je surfe là-dessus sur un sujet qui est important et qui mériterait d'être traité plus longuement. Merci Jérôme. On va prendre encore 2 questions. Oui, je vous en prie. Merci, bonsoir. J'ai une question, je me permets de revenir sur le sujet de la jeunesse que vous avez évoqué tout à l'heure. Je m'adresse à vous en tant que personne qui s'est réorientée d'une banque climaticide que je ne nommerai pas pour partir dans le domaine de la RSE. Donc là-dessus, on dispose de pas mal de moyens d'action, mais aussi en tant qu'activiste et militant pour le climat, pour lequel on voit beaucoup de dérives autoritaires dans le pays actuellement. Notamment par rapport à la menace de dissolution de certains mouvements comme les soulèvements de la Terre. Et quels sont, pour vous, aujourd'hui, les moyens d'action les plus pertinents, puisqu'on voit que le vote ne fonctionne pas forcément. L'activisme peut fonctionner, mais a quand même ses limites. Quels sont pour vous aujourd'hui les moyens les plus pertinents d'action Oui, merci beaucoup pour l'organisation de ce débat qui nous montre combien nous sommes embarrassés collectivement. Moi, je voudrais revenir sur ce dépassement de l'indignation. Simplement dans le parcours qui est le mien, d'avoir développé le débat public dans les années 80, avec Vivagora, l'Agora du vivant, donc le vivant, on a essayé. On voit très bien que dans les efforts pour essayer de trouver un cap commun, il y a une vraie difficulté sur le sujet des communs. Les communs, on s'en fout. Voilà. Et quand on s'occupe des 17 ODD, la manie, c'est d'en prendre 3-4 et de dire bah là je suis bon et puis le reste on s'en fiche. Donc on a toujours un problème de prendre l'ensemble des problèmes, et parce que si on n'en traite que quelques-uns, on peut être contre-productif. Et d'ailleurs, M. Gémen, sur l'ISSB et Emmanuel Faber, le fait qu'un organisme privé comme celui-là ose fonder un cadre de normes comptables au niveau international est un véritable scandale. Donc, vous voyez, le point, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'illusionnistes sur la scène. Et le problème, on voit, j'entends que oui, on est content que les jeunes arrivent à progresser sur le climat au niveau de l'enseignement, mais ils sont voués aussi à des injonctions paradoxales, puisque si vous interrogez les enseignants, notamment pour la finance, on leur dit une chose et son contraire dans la même école. Il n'y a guère que peut-être à Cage, avec certaines personnes comme Révelli, où ça change la donne. Mais c'est minuscule. Et donc, ma question, oui, bien sûr, il faut être pragmatique. Mais quand on voit que, oui, le vivant propose de la diversité de démarches et que la finance fait juste l'inverse, puisque quand vous voyez le système de BlackRock, de finance, de tractation permanente à la microseconde, on voit bien que c'est massifié. Donc ma question, au fond, c'est comment se fait-il qu'on soit dans un système qui organise
la non-compatibilité entre le vivant qui a besoin de cette diversité et une finance qui n'a besoin que de massification, et qu'on n'arrive pas à arrêter ce phénomène-là. Parce que si on ne traite pas à la racine des principes d'externalisation, comme on l'a fait dans l'événement de la fête à Pigou, dans lequel Lucile est intervenue l'année dernière, on ne s'en sortira pas. Donc, est-ce qu'on peut, là, je dirais, trouver un minimum de cohérence collective, et où est-ce que ça va se passer? Moi, je pense que c'est ça le sujet. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits où ça bouge, mais est-ce que les acteurs du côté des financiers, comme Philippe Zawati, du côté de la formation, comme un tel, vous voyez, il y a énormément d'initiatives qui pourraient montrer leur cohérence, comme ce que fait la Maïf, Pascal Demurger, son rapport sur le temps long. Il y a tellement de choses inspirantes venant de réseaux différents qu'on peut s'étonner de ce que ça reste la surdité générale. Je ne partage pas le constat qu'il y a une surdité générale. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont écoutées, entendues, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et donc moi, je ne partage pas votre constat très pessimiste sur l'état des choses. Alors bien sûr, ça n'avance pas suffisamment vite, pas suffisamment lentement, mais enfin, je vois quand même des choses qui bougent. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, le fait que l'ISB propose un cadre comptable soit un scandale. À l'évidence, les États sont incapables de le proposer. Quel est le problème que ça vienne du privé si, à l'évidence, il s'agit de pallier une défaillance des États? J'aurais aussi souhaité, bien entendu, que ça vienne, que ça soit proposé par les États. Et quelque part, il y a eu des travaux relativement intéressants qui avaient été menés par la commission Stiglitz, que Nicolas Sarkozy avait institué. Malheureusement, ces travaux ont été remisés dans un tiroir et depuis, la puissance publique n'a plus rien fait. Et donc, si le privé veut à un moment donné se saisir de la question et proposer des choses, j'ai envie de dire, tant mieux qu'ils agissent. Et je crois qu'il y a, bien entendu, aujourd'hui, ce qui donne une impression de fouillis, de brouhaha et de capharnaüm parfois, c'est le fait que beaucoup de gens agissent en sens divers, fassent parfois d'une main ce qu'ils ont défait de l'autre et qu'on a l'impression que tout le monde rame un peu dans des sens différents. J'ai la conviction malgré tout que certaines minorités vont pouvoir défrayer un chemin dans lequel s'engouffreront à la suite une majorité de gens ou d'acteurs et que c'est cela qui prévaudra à la fin. La question c'est comment faire en sorte pour que ceux-là soient soutenus le plus possible et arrivent à leur fin le plus vite possible sans être entravés dans leur marche par trop d'obstacles qui se dresseraient sur leur route. Et c'est aussi là où je pense qu'il y a énormément de choses à faire en matière de militance et d'activisme. Il y a des choses qui fonctionnent. Géraud a mentionné le succès qui avait quand même été largement obtenu dans l'enseignement supérieur, où aujourd'hui, il n'y a plus aucune université ou grande école en France qui ne propose ce sujet comme matière obligatoire à ses étudiants. C'est quand même largement l'effet de la mobilisation d'une association comme pour un réveil écologique qui a mobilisé les étudiants, et c'est un énorme succès des étudiants. Et donc moi, je crois qu'il y a énormément d'actions de militance qui vont fonctionner et qu'il y a énormément de choses qui sont en réalité plus efficaces qu'on ne le croit. Et moi, je suis parfois un peu désolé, notamment quand les jeunes ont l'impression que les marches pour le climat n'ont eu aucun effet, que les grèves scolaires pour le climat sont restées sans effet. Je pense qu'au contraire, c'était un immense succès. Ce que ça a fait basculer, c'est les opinions. Et que moi qui suis sur le sujet depuis une quinzaine d'années, je vois comment avant les marches pour le climat était une préoccupation tout à fait mineure des gens. Et comme aujourd'hui, c'est systématiquement, quels que soient les sondeurs et quel que soit le pays du monde, dans le top 2 ou le top 3 des principales préoccupations des gens. Et donc il y a eu, et c'est peut-être aussi un espoir par rapport aux questions de l'Organisation mondiale de l'environnement, il y a peut-être pour la première fois la création d'une opinion publique mondiale sur ce sujet, où au fond le constat est aujourd'hui très largement partagé. Il y a évidemment des différences selon les pays sur les solutions. Les Chinois font davantage confiance à leur gouvernement pour régler le problème que les Européens.
Mais globalement, il y a aujourd'hui la naissance d'une vraie opinion publique mondiale sur le sujet. Et ça, je pense que c'est un des effets des marches climat. Donc, il y a plein de choses qui marchent. Je dirais simplement, finalement, je répondrai aux deux questions en même temps. Ce que je pense important, j'ai déjà dit, mais je le répète et j'essaie de l'approfondir, c'est de mettre sur la table les questions systémiques, qui ne sont pas celles qu'on traite d'habitude. J'en ai cité certaines tout à l'heure, il y en a d'autres. Et de les mettre sur la table en montrant à quel point la formation des étudiants est une question systémique qui est en train d'être, c'est pas fini, hein, mais enfin qui s'améliore beaucoup. Et donc il y a comme ça toute une série de questions systémiques. Si on arrivait à ce qu'un certain nombre de gens ou un certain nombre d'initiatives, etc., mettent sur la table ces questions, y compris que ce soit dans le débat public, parce que c'est ça qui est quand même effrayant, c'est que vous avez un débat public qui est quand même consternant. Enfin, je ne veux pas faire la description, mais enfin, vous le savez bien, de les mettre profondément dans le débat public et qu'on ne se limite pas le débat public à la situation, il faut le faire, bien sûr, à la situation, le constat sur le climat ou à la solution technique de faire, il faut du nucléaire ou des voitures électriques. Bon. Si on arrivait à poser ces questions systémiques, et encore une fois, il n'y a pas que les 3 ou 4 que j'ai cités, il y en a au moins une dizaine de choses qui peuvent mobiliser et qui en plus ont l'avantage d'être, d'une certaine façon, si on les prend bien, d'être une amélioration pour les gens. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est que tout ça, je m'excuse de le répète, mais enfin, le rapprochement du domicile au lieu de travail, c'est potentiellement une amélioration considérable pour les gens. Considérable, si on arrivait à le faire. Bon. Et donc, qui potentiellement représente des améliorations. Si on arrivait à mettre ça sur la table en disant, voilà comment on peut faire, voilà le sujet important, voilà comment on peut faire, et voilà, et pourquoi pas, montrons un exemple de la façon dont ça peut se faire, et ensuite de dire, bah, écoutez, faites la même chose, voilà, généraliser tout ça, bon, et bien là, on aurait gagné beaucoup de choses, je pense. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc vos ouvrages. L'écologie n'est pas un consensus, dépasser l'indignation. Donc c'est François Gémen qui par ailleurs est professeur à Sciences Po et à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste des questions migratoires, climatiques et de désouveraineté nationale. Et puis Géraud Guibert, conseiller maître à la Cour des comptes, président de la Fabrique écologique, engagé de très longue date sur ces questions de politique publique écologique, comme élu local, comme au sein du Parti socialiste où tu as créé à l'université, au sein du Parti socialiste où tu as créé le pôle écologique. Il y a longtemps. Je crois qu'on terminera ce débat en rappelant que l'écologie est une affaire d'opiniâtreté et que chacun d'entre nous a compris que, toute génération confondue, il fallait changer de vie, changer les rôles sociaux et sans doute aussi changer nos manières d'imaginer la réussite pour nous oublier un peu nous-mêmes au profit du futur. Moi, je retiens que vous avez beaucoup parlé de la façon dont on devait envisager le futur, alors même que nous sommes habitués au fond à réfléchir à l'identique. Je crois que c'est un des enseignements très intéressants de ce débat et merci beaucoup à tous les deux et merci d'avoir été là à tous et à toutes. Si tu le permets, Lucille, politiquement correct. Oui. Juste un dernier mot pour dire, puisque tu l'as dit, d'abord pour dire que, et c'était aussi mon bouquin, pour dire que je suis depuis plusieurs années, depuis maintenant bien longtemps, un orphelin de la politique, je dois le dire. Non mais je le dis parce que, voilà, personnellement, je ne trouve pas l'expression politique qui me conviendrait. Voilà. Bon, donc voilà, je le dis tellement. Et deuxièmement, que simplement j'ai amené quelques bouquins et que si vous avez envie que je vous en signe quelques-uns, ils sont à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Géraud. Et vous nous demandiez d'être efficace. Qu'est-ce qui était le plus efficace? Réinvestir la politique, sans doute. Hein, peut-être. Hein, ou peut-être. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. C'est amusant.